Julien Drey, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Vice-président de la région Île-de-France. Julien Drey, ça me fait plaisir de vous recevoir parce que vous connaissez bien François Hollande, vous connaissez bien Manuel Valls. Vous avez vu comme moi cette dernière enquête d'opinion. 18 points d'un côté pour François Hollande, 58 pour Manuel Valls. 40 points d'écart. Est-ce que François Hollande est devenu un problème pour toute la gauche, dites-moi? Non, il est aujourd'hui bas. C'est logique. Il est bas. Il est bas. Bas, oui. Il est vraiment très très bas. Oui, même. bientôt il va creuser la piscine, comme on dit. Oui, oui. Bon, il est bas, c'est logique. Je veux dire, après la manière dont les choses sont passées sur le plan électoral ou municipal, on pouvait pas espérer qu'il y aurait une embellie comme ça. Oui. Il a nécessairement aujourd'hui besoin de tirer les leçons de tout ça. Je pense qu'il a réorganisé les équipes pour ça. En tous les cas, il essaye d'impulser une dynamique nouvelle. Il se sert de ceux qui ont effectivement de la popularité, de la volonté, de l'énergie. Il se sert. Vous pensez qu'il a nommé Manuel Valls pour s'en servir? Oui, il va s'en servir. C'est logique. Il va s'en servir. Malheureusement, dans les institutions de la Ve République, c'est à ça que Mais sert. qui va gouverner? Le Premier ministre. Qui va gouverner? Oh, je pense qu'ils vont gouverner ensemble. Bon, mais ça, c'est pas un problème. C'est au contraire, même c'est même mieux qu'il y ait une sorte de symbiose entre le Premier ministre et le Président de la République, et que le Premier ministre ne soit pas simplement le chef de cabinet du Président de la République, parce que connaissant la personnalité de Manuel Valls, ce sera pas un simple exécutant ou un simple chef de service. Et donc ça, c'est bien, parce que ça va aussi rediscipliner le Président de la République. Oui, 18 points. 58 de l'autre est tenable longtemps. Cette différence, cet écart, oui, sincèrement. C'est que des sondages. Oui, non, mais quand même. Sondage qui reflète une opinion publique. La question, il faut la poser autrement. Alors, allez-y, posez-la, tiens. Est-ce qu'il ne va pas naître dans la tête de Manuel Valls l'idée légitime d'ailleurs de se dire à un moment donné, c'est moi le sauveur de la gauche et je tire tout le monde. Justement. Et je suis ce qu'on appelle dans les pelotons le porteur de bidon qui à un moment donné se dit je peux porter le maillot jaune. Oui. Bon, écoutez, je pense qu'à ce stade-là, il aurait tort de se poser cette question-là dans cette manière-là. Après, les choses, la vie est longue, et vous savez, qui est en haut aujourd'hui peut être en bas demain, et après-demain... Est-ce que vous pensez qu'il défiera François Hollande avant la fin du quinquennat? Je pense pas que ça soit le caractère de Manuel Valls. Voilà, de le connaissant, c'est pas son caractère. Il est pas... Manuel est un homme droit. Pas très compliqué, pas tordu, si vous m'excusez cette expression-là. Donc je pense qu'il va jouer la légitimité jusqu'au bout. Il y a intérêt d'ailleurs, parce que sa force, elle viendra aussi du fait qu'il se met pas dans une politique politicienne. Oui, mais quand il va voir François Hollande l'attirer vers le bas, vers le fond de la piscine, justement, Julien Drey, peut-être va-t-il réagir. Oui, mais là, on est dans le début. Donc, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Il faut attendre de voir l'impulsion qui va être donnée ou qui va pas être donnée. Tout se joue sur les... Mais pour les Français, qui est le chef aujourd'hui, selon vous? Je pense que qui est le chef, il n'y a pas de doute. Ce sera François Hollande. Et là-dessus, il y aura pour les Français, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est François Hollande le chef? Oui, parce que c'est le président. Vous êtes sûr que c'est pas Manuel Valls? Non, parce que je pense que... Est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert de beaucoup de Français de François Hollande vers Manuel Valls? Non, il y a l'espoir. Quelle est la force de Manuel Valls? C'est qu'il représente une volonté qui s'était atténué depuis 2012, qui avait disparu. Alors c'est pas la faute des hommes précédents, c'est certainement le fait que les impulsions n'avaient pas été données comme il le fallait, que les équipes avaient peut-être été aussi pas très bien constituées, et que la réalité des pouvoirs était pas très claire. Il y avait un président qui, sur le fond, était, je le connais un peu comme vous, omniprésent, et en même temps une équipe qui savait pas bien comment se situer par rapport à son président. Vous connaissez beaucoup mieux que moi, Manuel. Oui, Julien Drey. Vous êtes assez expert pour avoir compris tout ça. Voilà, donc on va maintenant, je dirais, à ce stade-là, je peux pas aller plus loin que vous dire, il faut laisser un peu de temps au temps, et on viendra à la rentrée, je dirais, pour voir à peu près comment les choses se mettent en place. Imaginons quand même qu'il y ait encore une différence de popularité dans 2 ans. Est-ce que des primaires seront indispensables, franchement? On verra dans 2 ans, 2 ans et demi, y compris l'un et l'autre, ils sont assez intelligents pour... Mais est-ce que vous êtes favorable à des primaires, même avec un président de la République en place? Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait effectivement une désignation démocratique, parce que c'est ça le principe. Donc des primaires, même avec un président de la République en poste? C'est ce que font les Américains. Je veux dire, aux États-Unis, le Parti démocrate, il fait des primaires même quand c'est un président sortant. Bon, après, le président sortant... Donc vous y êtes favorable? Oui, je suis favorable, oui. Je vois pas pourquoi on sauterait par-dessus en disant il y a une sorte de plébiscite légitime, il y aura un débat et il faudra... Donc on peut réimaginer aux primaires le président de la République face à son Premier ministre? On peut l'imaginer, mais on peut tout imaginer. Ça, c'est de la spéculation. Politique fiction, mais d'après moi, ça se passera pas comme ça, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire, il y aura pas un conflit d'hommes à ce point poussé, parce que l'un et l'autre sont assez grands pour comprendre que
dans le moment actuel, ça serait mortifère pour l'ensemble de la gauche. Bon, donc, mais plutôt que de faire la politique fiction, qui est légitime, hein, par ailleurs, mais faut regarder ce qui va se passer, parce que on va parler du concret. Vous savez, le temps est long. Des 50 milliards d'euros, par exemple. Et la politique est maintenant à un rythme effréné, et donc ce qui est une vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, aux éditions du Cherche Midi. Je vais parler de Jean-Luc Mélenchon, mais auparavant, parlons de ces fameux 50 milliards d'euros. Ça sera la semaine. Les 15 jours de ces fameux 50 milliards d'euros, vous les trouveriez où, vous, ces 50 milliards d'euros? Moi, j'aurais pas fait comme ça. C'est-à-dire, j'aurais d'abord discuté avec l'Europe. Pour réduire le rythme de réduction des déficits. Je dis pas que les déficits sont acceptables dans l'État. Il y a un danger effectivement, mais je suis pas dans la culture. Vous auriez demandé un nouveau délai, quoi. Oui, j'aurais demandé, mais c'est pas pour la France, pour l'ensemble de l'Europe. J'aurais demandé d'abord une politique de relance économique sérieuse. On voit bien que l'Europe est en panne. Et on voit bien d'ailleurs, par exemple, regardez ce qui s'est passé, qui a pas été beaucoup souligné. Vous avez vu la déclaration du patron de la BCE samedi, qui pour la première fois a dit, Mario Draghi, qui pour la première fois a dit, attendez, la parité entre le dollar et l'euro, ça peut pas continuer comme ça. On peut pas avoir un euro surévalué qui pénalise les exportations européennes et une monnaie américaine qui est soutenue par la Banque centrale américaine et qui joue le dumping. Bon, donc vous voyez bien que cette question qui était inabordable, rappelez-vous, quand vous disiez ça il y a encore quelques semaines, on disait non, c'est pas possible, comprenez, etc. Bon, c'est la même chose sur les déficits. C'est l'occasion d'en profiter là. Oui, mais alors si vous voulez mon avis, je peux vous faire une confidence, c'est la discussion que j'ai eue avec le candidat François Hollande à la veille de la présidentielle. Moi, je pensais qu'il fallait, justement, fort de l'élection présidentielle, remettre en cause le fameux traité que Nicolas Sarkozy avait signé avec Mme Merkel et remettre en cause la règle que moi, j'ai pas voté quand j'étais parlementaire. Ça m'a valu à l'époque un blâme. Je me souviens. Le fameux traité d'Amsterdam où j'avais dit cette règle des 3% est aberrante. Voilà. Et on y est dans l'aberration. Parce que demander à n'importe qui pourquoi 3%, et quand on sait d'ailleurs comment a été élaboré le chiffre des 3%, sur une table de café, on voit bien la conséquence, c'est-à-dire que là on est dans un dogmatisme total. Or, je pense que les 50 milliards, ça va être très difficile, pour être honnête, et notamment, je vous écoutais tout à l'heure, quand vous faisiez le détail des décisions à prendre, notamment chez les fonctionnaires, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à redéployer, mais franchement, on va arriver à faire des économies à l'hôpital. Vous avez vu comme moi la situation des hôpitaux. Je souhaite bien du plaisir, et bien du plaisir aux malades. Manuel Valls pense comme vous. J'espère qu'il va le penser, parce que l'hôpital c'est un des biens les plus précieux de la République. Est-ce que c'est sur l'Europe justement qu'il pourrait tout de suite marquer sa différence? Mais vous avez remarqué que je n'ai pas été sévère à la nomination de Manuel Valls par rapport à un certain nombre d'autres qui déjà le taxaient de toute turpitude. Voilà, parce que j'espère que sur la question européenne, il va prendre des engagements différents. Voilà. Je le crois possible, parce que je me souviens des discussions que nous avions eues au moment du traité constitutionnel. Il n'était pas pour l'adoption du traité. Et pourtant, au point de départ, c'était comme on dit un rocardien, donc il était plutôt europhile. Et il disait lui-même dans les discussions préalables, et ça a d'ailleurs été une source de conflit avec François Hollande. Je rappelle que François Hollande l'avait même mis à l'écart de la direction après le vote interne. Parce qu'il disait justement, la question européenne, maintenant, il faut la traiter sérieusement. Et je pense qu'il y a désormais dans le gouvernement, je prends au moins 3 figures de proue de ce gouvernement qui, sur ces questions-là, j'espère, vont être en cohérence avec elles-mêmes. Je pense à l'ex-candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, qui est là demain matin à votre place. Ce qu'elle disait en 2007, la politique qu'on avait élaborée ensemble, où on remettait en cause justement toute cette orthodoxie monétariste. Et je pense à Arnaud Montebourg. Bon, je pense que ça fait des poids lourds qui peuvent peser. Il s'agit pas aujourd'hui, il faut marquer le coup au niveau européen. Aujourd'hui, il faut que la France, dise à la Commission européenne, les 3%, on veut un délai, et c'est la condition de la réussite et de la relance de la croissance. Vous êtes formidable. Non, je suis pas formidable. Non, mais à la limite, voilà, si j'ai un gouvernement. Non, pas du tout. Voilà, je me garderai bien de cela. Voilà, Julien Drey, vous avez déjà le ton et la formule. Oui, Julien Drey, les européennes, vous souhaitez être tête de liste? Non, voilà. Non, je suis pas. Écoutez, je vais vous dire. En Île-de-France, vous dites non ce matin. Je dis non pour une simple raison. Il y a eu des équipes qui ont été constituées en 2012. Oui. J'en ai pas été, je veux pas en faire un drame, c'est pas grave, c'est pas finalité. Mais moi, je suis pas la variable d'ajustement de leur dispositif. Oui. Voilà. Bon. Donc, tout d'un coup, on dirait, tiens, Julien Drey, là, il va boucher un trou. Non, je suis pas d'accord avec ça. Vous avez imaginé SOS Racisme. Vous avez travaillé avec Harlem Désir. Harlem Désir nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. Je vais vous dire ce que je lui ai dit en face. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, il y a des millions de gens qui ont porté la petite main de SOS Racisme, et ce mouvement te dépassait. Oui.
ce n'était pas simplement une affaire individuelle. Et tu étais le représentant d'une certaine morale et d'une certaine rigueur. Et je sais qu'au fond de toi-même, tu restes attaché à ça. Et je pense que la formule qui a été prise n'est pas la bonne. Je lui ai dit, tu vas jusqu'au bout. Il a manqué de rigueur et de morale, je pense qu'il en acceptant d'être nommé. Je pense qu'il a failli à quelque chose. Il aurait dû aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il aurait dû être candidat aux élections européennes, au sortir des élections européennes, constater qu'il n'avait pas réussi comme il l'espérait, et en tirer les conséquences en remettant son mandat en jeu. Il a manqué de morale, là. Non, je dirais pas ça, parce que... de dignité, si. Non, de dignité. Pas lui qui est quand même assez absent, pardon. Je voudrais pas participer au bashing, qui est aussi le moment facile sur lequel tout le monde se défoule. Alors moi, j'ai vu le pauvre Harlem se débattre, et tous ceux qui l'avaient porté à la tête du Parti socialiste être ses meilleurs, qui étaient ses meilleurs alliés, mais qui étaient des alliés silencieux, et qui à chaque étape dégageaient sur lui. Je lui ai d'ailleurs dit dès le début, je ne comprends pas pourquoi tu as accepté que tous ceux qui t'ont aidé et porté là ne viennent plus au Bureau national. C'est-à-dire que le Bureau national, c'est un jeu d'ombre. Les responsables politiques n'étaient plus là au Bureau national du Parti socialiste. Il n'y a plus de lieu d'élaboration, il n'y a plus de lieu de confrontation. Et y compris que tu pourrais t'appuyer sur ces gens-là. Ils ne sont pas là. Pourquoi t'as laissé faire ça? Et lui-même m'a dit, mais c'est pas moi qui décide, tu comprends, c'est compliqué avec le Premier ministre, le Président de la République. Harlem, c'est un garçon pour qui moi j'ai beaucoup d'affection. Quand on lui avait proposé cette fonction, j'avais dit, à l'époque, vous savez, je le connais bien, je suis même un peu surpris qu'il veuille faire ça. Je pense que ça peut être un excellent et le risque c'est certain, je pense que ça va être un très bon ministre des Affaires européen. C'est un homme de dossier, c'est un homme sérieux, c'est un homme travailleur, mais c'était pas sa tradition de construire des organisations, c'est une certaine culture. C'est une faute de François Hollande vis-à-vis de l'opinion publique, Non, mais François Hollande, il a cru qu'on allait refaire SOS Racisme à la tête du Parti Socialiste. Donc il s'est dit, ceux qui ont fait SOS, les met à la tête du Parti Socialiste. Il a juste oublié Julien Drey à l'époque. Et puis, ça allait marcher. Non, ça peut pas marcher. C'est pas comme ça. Voilà. Bon, donc vous n'êtes pas candidat aux élections européennes. Bon, parlons de Mélenchon. Mélenchon, vous dites Mélenchon, c'est l'homme qui divise la gauche. Je suis pas candidat, personne ne me l'a proposé, j'ai lu ça dans la presse. D'accord. Mais je maintiens ma réponse. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par son positionnement, par ses engagements, par ses critiques virulentes contre le pouvoir en place aujourd'hui, est-ce qu'il divise la gauche? Il la divise dans la mesure où il n'est pas dans une logique de rassemblement. La question qui est posée, elle est simple. La crise que nous traversons, je le dis un peu dans le livre, je l'ai déjà dit pendant 2 ans, c'est pas une simple défaite électorale. La question qui est posée pour la gauche, c'est de savoir si elle ne va pas disparaître politiquement. De l'enjeu essentiel, c'est-à-dire la capacité... Elle risque la disparition. Oui, elle risque la disparition. La gauche risque de mourir politiquement. Je vais vous expliquer comment. On peut revenir à la 4e République. La 4e République, c'était quoi? Un pôle de radicalité qui était organisé grosso modo par le Parti communiste. Et comme l'a dit le fondateur de la 5e République, il disait aussi, par la suite, entre les partis communistes et nous, il n'y a rien. Et toute la force de François Mitterrand, c'est d'avoir reconstruit une force socialiste qui puisse rassembler toute la gauche et la mettre en situation de conquérir le pouvoir. On voit bien aujourd'hui que le Parti socialiste, il est dans une situation de crise très profonde, et qui n'est pas liée simplement à une question d'homme, qui est liée à une question de compréhension de la société, d'être capable de porter les aspirations de cette société, de définir ce que c'est que la volonté de transformation de la société du Parti socialiste, donc de redéfinir ce que c'est que l'idéal de la gauche. Moi, vous savez, je me pose souvent cette question-là quand je suis au Bureau national, et je m'implique dedans, pour être honnête. Je me dis, imaginons, 3 heures, prenez une copie blanche, écrivez-moi, c'est quoi la gauche, c'est quoi le socialisme? Et j'aimerais bien relire les copies à l'arrivée. Bon, donc ça veut dire que c'est tout ça qu'il faut reconstruire. C'est pour ça que le challenge qui est porté aujourd'hui par ceux qui vont avoir à diriger la gauche, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il détruit l'unité. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Mélenchon détruit l'unité, la volonté de construire par le rassemblement. Parce que qu'est-ce que je dis? Vous voyez, c'est un traître à la gauche, enfin un traître. Non, il est en train de. J'emploie surtout pas ces termes-là, moi. Parce que justement, je veux pas. C'est un imprécateur réduit aux acquets. Oui, imprécateur, parce que c'est beau, imprécateur. Il y a un talent, il y a un énorme talent chez Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui me... Vous savez, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'écrivais ce livre ou non. Pourquoi? Parce que c'est d'abord et avant tout un compagnon de combat avec lequel j'ai participé. Mais bien sûr. C'est une vieille amitié. Voilà, c'est une vieille amitié qui n'est pas remise en cause pour moi. C'est un désaccord politique. Et je me suis posé longtemps la question. Est-ce que je l'exprime publiquement ou est-ce que je le garde pour moi? Et à un moment donné, je me suis dit, il y a maintenant nécessité, y compris par rapport à Jean-Luc, parce que, bon, je pense qu'il va, je le connais, il va considérer que tout ça n'a pas d'importance, que je pèse peu désormais dans la vie politique et que il va m'envoyer 2 ou 3 de ses amis me répondre sèchement que je ne comprends rien à la réalité des choses. Mais je sais qu'au fond de lui-même, il va se poser cette question. En tous les cas, je l'ai fait que pour ça. Pour lui dire, ce talent, cette force, ne peut pas être mis aux dépens simplement du témoignage. Pendant des années
était ensemble, on était sortis d'extrême gauche et on voulait être acteur de l'histoire. Et là, on revient à une sorte de spectateur. Alors, spectateur à 10, à 15, à 18%. Mais ça fait pas 51%. Donc la vraie question qui est posée, c'est celle-là. Et le désaccord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, je l'ai expliqué dans le livre, c'est qu'il croit que l'Europe va avoir va subir les mêmes troubles que l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'en gros, le Parti socialiste va s'effondrer et qu'il va naître, hop, comme ça, comme un champignon, comme dans cette bande dessinée de Tintin, vous savez, où les champignons. Ben voilà, hop, il va naître une nouvelle gauche. Ça ne se passera pas comme ça. Enfin, ça ne s'est jamais passé comme ça. J'essaie de le démontrer dans le livre, et ça ne se passera pas comme ça. Donc le risque, le danger, c'est quoi? C'est que le Parti socialiste, on le pousse à droite, mais il n'y a pas une logique majoritaire qui se substitue à ça. Et le danger encore plus grand, c'est que pour aller jusqu'au bout de la radicalité, on en rajoute. Et c'est un des problèmes aussi qui est posé dans le discours de Jean-Luc. Parce que c'est lui qui m'a appris, pour être honnête, c'est lui qui m'a appris, qui m'a sorti définitivement du gauchisme, qui m'a dit il faut qu'à chaque fois, et on a travaillé ensemble à remettre tout ça en perspective d'accès au pouvoir. Des dizaines et dizaines de militantes et de militants qui travaillent avec nous, en permanence, il était un peu le grand frère, il leur disait on doit toujours penser qu'un jour on arrivera au pouvoir. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, on doit être capable de le mettre en pratique. Et on voit bien que dans son discours, c'est pour ça que je dis imprécateur, il y a une forme de dénonciation qui parfois est jubilatoire, parce qu'on se dit tiens, il se passe quelque chose, il rapporte du souffle à la gauche, parce qu'il a du souffle, il a du lyrisme. Mais en même temps, il y a des excès. Et je le voyais la dernière fois, y compris face à vous, je me disais, c'est pas le Jean-Luc que je connais. Parce que ça sert à rien d'aller s'en prendre aux radios, aux télé, en disant voilà, c'est faussement. Voilà. Bon, après de temps en temps on peut piquer, mais c'est pas son truc. C'est pas son truc. Bon, Julien Drey, je voudrais qu'on parle de l'Ukraine, parce que lorsque vous étiez venu la dernière fois, vous m'aviez dit attention à ce qui s'est passé à Kiev. Attention, parce que les Russes vont utiliser ce qui s'est passé à Kiev. C'est ce qu'ils font aujourd'hui? Oui, logiquement. J'avais dit à l'époque, mais on s'était fait traiter de tous les noms à quelques-uns qui tirions la sonnette d'alarme. C'est Bernard-Henri Lévy qui menait le monde. Oui, il a du talent, Bernard-Henri Lévy, mais pas forcément comme maître du monde, si vous me permettez cette expression gentille et respectueuse. Je pense que quand l'Europe, le 21 février, a labellisé ce qui était un coup d'État de la rue, de la place Maïdan, contre l'accord qui avait été signé par toutes les partis politiques et toutes les forces politiques le 21 février. Quand dans la nuit du 21 février, la place Maïdan, emmenée par les plus extrémistes, a dit de toute manière, cet accord, on le déchire, on va marcher sur le palais, on va renverser, on va réserver le sort de Ceausescu au président en place, elle a légitimé quelque chose qui se retourne contre elle aujourd'hui. Parce que, évidemment, toutes les populations de l'Est de l'Ukraine disent la même chose maintenant. Nous, il n'y a pas d'accord pour nous. Voilà. Et par ailleurs, l'autre problème qui est posé, c'est que depuis que s'est constitué le gouvernement ukrainien, aucune politique, aucune main tendue n'a été faite à ces populations de l'Est. On n'a pas cherché un cadre fédéral pour leur donner une place. Ne serait-ce que la simple question de la langue. Les premiers actes de ce gouvernement, ça a été de dire on abroge le russe, qui était la deuxième langue reconnue. Et la première acte qu'ils auraient dû avoir, c'est de dire on revient à ça pour donner une place à ces populations. Pas du tout. Eh bien, la grande Ukraine, telle qu'elle veut se construire, ne veut pas se construire contre ces populations-là. Et donc la question qui est posée, et je le dis honnêtement, c'est pas une fuite en avant dans les sanctions à l'égard de la Russie. Ça, je pense que c'est une erreur totale. Et si on continue comme ça à agiter le bâton, un bâton complètement inefficace par ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va pas déclarer la guerre à la Russie. Non. Et c'est pas l'Amérique qui n'a pas été capable de bouger pour sauver d'autres peuples qui étaient dans des difficultés plus graves encore, qui va venir sauver l'Europe. Ça veut dire qu'on est aligné sur les États-Unis? Ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut taper du poing sur la table et se démarquer de la politique de M. Obama, qui n'est pas une bonne politique pour l'Europe. Parce que c'est la politique de l'OTAN. La politique de l'OTAN, c'est faire que l'Europe n'existe pas en tant qu'entité. C'est qu'il y ait besoin justement des bases américaines pour pouvoir protéger l'Europe. Donc c'est l'Europe qui doit prendre la responsabilité de la discussion face à face avec la Russie, dans une conférence qui est nécessaire. Je pense que la bonne conférence aujourd'hui, c'est une conférence entre Mme Angela Merkel, François Hollande et M. Poutine. C'est ça qu'il faut faire le plus vite possible avec l'association de tous nos partenaires européens pour trouver une solution politique en Europe. Parce que sinon, effectivement, on va avoir une insurrection des populations. Puis le grand frère russe, il dira, voyez, ils veulent venir dans notre nouvelle nation, on peut pas les repousser. Il dira légitimement, il organisera des référendums s'il faut. Voilà, donc je pense que le moment est venu pour l'Europe, vous voyez, comme sur le plan économique, sur le plan politique aussi d'exister. Et d'ailleurs, il y a concordance des temps.
J'ai deux questions, Julien Drey, pour terminer. J'ai lu, ami de 30 ans de François Hollande, Julien Drey a longtemps été écarté par Valérie Trierweiler. C'est faux. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? À chaque fois que vous revenez là-dessus, j'ai le droit après. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Un nombre de tweets inconscient. C'est vrai ou c'est faux? Je réponds pas à Joker. Voilà. Joker. Bon, d'accord. Bon. Ben écoutez, 8h55 alors. Merci. Ah ben la deuxième question, c'était ces histoires de montres. Ouais. Parce que toujours on vous pose la même question. Vous avez regretté? Non. Et après il va y avoir tous les auditeurs qui vont venir vous voir. Est-ce que vous regrettez tout ce qui s'est passé? Non, mais moi j'aime les montres. J'aime les montres depuis l'âge de 10 ans parce que mon grand-père était horloger. Vous pouvez pas me priver de ce plaisir-là. Voilà, je mets toutes mes économies. Je suis un passionné de ça. Je lis toutes les revues. C'est marrant parce que ça aurait pu il y a être beaucoup une de autre... choses qui nous rapprochent sur le plan des idées. Alors moi je déteste les montres. Et pourtant vous en aviez une belle. Non, jamais. Vous ne m'avez jamais vu avec une montre. Si, j'ai fait une émission de chez vous il y a longtemps. Chez Ardisson avec une très belle montre que vous aviez, que votre frère vous avait offert. Il y a longtemps. Mais chacun ses passions. Montrez-moi. Ça c'est une montre spéciale. Le pauvre il n'est plus un acteur. C'est Alain Schilberstein. C'était un constructeur français. Il aurait pu avoir une belle horlogerie française. Il y a encore une horlogerie française. Non, très faible. C'est dommage. Ça recommence un petit peu aujourd'hui. Il y a des talents parce que en fait on a les meilleurs. Regardez, c'est bien le problème puisque vous m'amenez là-dessus. C'est bien le problème de la France. On a les meilleurs maîtres horlogers. C'est-à-dire que nous avons les meilleurs centres de formation d'horloger aujourd'hui. Alors l'industrie horlogère, c'est une des industries les plus empreintes, elle a un taux de croissance de 8%. Voilà, vous avez qu'à voir dans toute la presse, elle alimente une partie de la presse, l'industrie horlogère, grâce à la pub et aux suppléments. Et on a les meilleurs centres de formation, mais on n'a pas les entreprises qui pourraient permettre à ces maîtres horlogers de devenir ce qu'a été, par exemple, Franck Muller ou des choses comme ça dans l'industrie horlogère ou la renaissance de tous les grandes marques suisses. Ce qui prouve qu'il y a un problème entrepreneurial à aborder en France. Ça, c'est une autre politique. Merci, 8h57. Merci Julien Drey.